Bon, comment vas-tu, Maurice? À peu près bien, ça va, oui. Oui, non, ça Qu'est-ce que va. tu as de beau à nous raconter ce jeudi matin? Attends, on n'est pas jeudi matin. On est jeudi après-midi, c'est vrai. Bon, alors, les amis, aujourd'hui, on va parler de l'école de journalisme d'extrême droite, l'enquête vidéo du Monde, qui est sortie il y a 4 jours maintenant. Une belle enquête vidéo. On remercie nos confrères de l'avoir fait. Et je vous invite vraiment à aller la voir et aller faire des commentaires, des j'aime pour la faire remonter, parce que c'est aussi important de faire monter ce genre de format. Moi, ce que je trouve important, c'est de parler de bataille culturelle. Parce que l'école de journalisme, elle s'ancre dans un projet beaucoup plus grand de l'extrême droite, qui est la bataille culturelle. Comment, en gagnant la bataille culturelle, on peut gagner les élections présidentielles, législatives, etc. Pour ce faire, on va voir un article de notre cher Florent, que vous avez vu juste avant. Maurice, l'extrême droite, une armée au service de la bataille culturelle. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Oui, je crois que l'extrême droite a compris depuis un moment qu'il ne suffisait pas de gérer, de manifester avec sur des thématiques un peu fortes, un peu violentes, etc., mais qu'il fallait essayer de gagner une majorité à ses idées. Hein, de gagner une majorité sur effectivement une bataille à la fois culturelle et idéologique, on pourrait même dire aussi philosophique, Et spirituelle, hein, tu penses sur que tous les genre terrains. Cyril Hanouna, ça participe à tout ça? Ah bah, Mettre des nouilles dans son slip, tout ça, Bah, ça non, c'est-à-dire participe à. avec Cyril Hanouna, c'est un petit peu autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qu'il sert, mais il le sert d'une façon extrêmement démagogique et avec une émission populiste où finalement on dit on va libérer la parole. Alors c'est un peu un des thèmes favoris de l'extrême droite. D'ailleurs, il faut libérer la parole, mais qu'est-ce qu'ils entendent par liberté de la parole? C'est la liberté d'être raciste, d'être Oui, parce xénophobe, que d'être antiféministe, sous prétexte d'être de liberté voilà. d'expression, on En peut se fait, la mettre à dire liberté tout et n'importe d'expression quoi, c'est n'importe qu'il quoi. revendique, que revendiquait d'ailleurs Zemmour, vous savez, tu sais, c'est un peu le, PA, c'est un peu le refrain. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. On a souvent entendu ça du côté Ouais. de l'extrême droite ou même des gens qui flirtent avec l'extrême droite comme Michel Onfray ou Alain Finkielkraut. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Ça veut dire qu'on ne peut plus dire à une femme des mots injurieux. On ne peut Mhm. plus traiter C'est terrible euh, de dire des mots injurieux à une femme, par voilà, contre, on ne peut plus traiter pour des mettre les immigrés immigrés. de tous les noms qu'on veut, etc. Donc on ne peut plus rien dire. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir tout dire, y Mhm. compris ce qu'il y a de plus infâme ou de plus indigne. Plus C'est horrible. ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis avec le réseau X Ouais. d'Elon Musk, puisqu'effectivement, il permet, lui, Bah, pas qu'aux États-Unis, même en France, hein, tu regardes. oui, Moi, non, mais je veux dire, je te montre ma oui, TL, oui, bien sûr, bande mais d'insultes. c'est vraiment flagrant avec le réseau d'Elon Musk, parce que ça, là, il le dit ouvertement, quoi. On va pouvoir dire ce qu'on veut, y compris on peut tenir des propos fascistes, on peut tenir des propos fascistes, néo-nazis, au nom de la liberté La d'expression. liberté d'expression. Bon, avant de partir sur la vidéo, moi je voulais lire un passage de l'article de Florent, excusez-moi. À force de mobilisation et de relais sur les réseaux ou dans les médias traditionnels, de normaliser cette. Ouais, j'en essaie de m'étrangler. Mike, je te demanderai de partir. C'est un peu l'anarchie Normaliser cette ici, vision hein. de la société, ces concepts finissent par entrer dans les têtes. Le lien entre insécurité et immigration, omniprésent dans ce type d'action, où les rassemblements pour Thomas Perrotto est en passe de devenir le discours dominant, constate Samuel Bourbon. C'est ce que cherchent avant tout les identitaires qui sont persuadés que des millions de Français pensent comme eux, mais n'osent pas le dire. De fait, les langues, y compris racistes, se délient et des points de vue qui paraissaient collectivement inacceptables il y a peu de temps trouvent un écho considérable. D'après un sondage ELAB du 30 novembre, l'affirmation d'Éric Zemmour selon laquelle deux peuples vivent en France, selon dont les Français qui subissent un véritable djihad du quotidien, est partagée par 54% des sondés. Moi, ça, par contre, ça me fait penser à la série La Fièvre. Je sais pas si tu l'as vu sur Canal+. Ah, Avant tout ça, lancer un raid. Mathéus, merci beaucoup Mathéus, je te remercie de fou mon frère. Ça me fait trop plaisir de vous accueillir ici, j'espère que vous allez apprécier cette petite émission avec notre cher Maurice. Bon,
La fièvre. T'as regardé La fièvre? J'en ai vu un épisode ou deux, oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire, oui, c'est-à-dire cette espèce de montée en puissance Une sorte de deux blocs qui s'opposent. voilà, absolument, oui. Oui, ben, c'est de ça c'est de ça dont il s'agit, puisque finalement, il s'agit d'imposer, comme tu viens de le dire en lisant le passage de Florent, il s'agit d'imposer dans le débat public des thèmes qui, effectivement, vont pouvoir se développer, etc. Malheureusement, juste un rappel. Je me souviens quand en 2002, oui 2002 ou Ouais. 2001, 2001 Ça remonte, hein. oui ça remonte, mais je pense qu'il y a des gens qui s'en souviennent, s'ils s'en souviennent Moi, pas, j'avais 6 ans. on va le dire. C'est quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de Oui. l'élection présidentielle derrière Chirac. Il y a eu dans les jours qui ont suivi une manifestation à Paris absolument énorme. Monstrueuse. Plus de 2 millions, je crois. C'était mon. Oui, 2 millions de gens, etc. Ok. Aujourd'hui, le Rassemblement national est à plus de 30%. Perceux. Il y a Perceux. personne, à Bon. part les forces de gauche qui essayent, certaines forces syndicales, CGT, CFDT, même FO, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce Ouais, mais qui c'est s'était pas passé. genre l'humain qui sort et qui. C'est pas l'individu lambda qui est pas politisé qui sort et qui va manifester. C'est Bah, un truc qui est très. Ben oui, mais en 2002, c'était pourtant ça qui s'était Oui, passé. c'était pour ça que c'est passé. Il y a un Mais changement de mentalité. maintenant, il y a une sorte de banalisation, Ouais. de normalisation. Et il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas qu'en France. C'est le cas en Italie, bien En évidemment. Allemagne. C'est le cas non. en Autriche, c'est le cas en Hongrie, etc. Et ces forces-là, elles sont politiques, mais elles sont aussi profondément idéologiques. On Ouais. a affaire à des gens qui sont anti-IVG, qui sont anti-immigration, bien évidemment, qui parlent de grands remplacements, comme si d'un seul coup, là, on allait basculer complètement de population. Et des gens, attention, qui ont aussi cette espèce de message qui se revendique d'une espèce de mythe de nation, comment dirais-je, marqué par le Ouais, une christianisme, sorte d'héritage voilà, une culturel sorte qui date de. nation chrétienne, etc. Ah, Les racines, voilà, les ouais. racines Les chrétiennes de racines la chrétiennes France. de la Combien de France. fois on a entendu Clovis, tout ça? ça. Bon, mais c'est une imbécilité, les racines chrétiennes de la France. Il n'y a rien Les de chrétien racines, chez moi. Hein. les racines, Rien du tout. les racines de la civilisation Zéro. européenne, elles sont grecques, elles sont romaines, elles sont aussi chrétiennes, bien évidemment, mais il n'y a pas de racines chrétiennes. Ouais, elles Ça sont veut dire plurielles. quoi? Elles sont Elles plurielles. sont plurielles. Et d'ailleurs, on voit très bien, par exemple, qu'à la Renaissance, ce qui inspire les artistes, c'est aussi bien les métamorphoses du poète latin Ovide que les scènes religieuses, avec ce basculement qui s'opère à la Renaissance. Alors c'est vrai qu'entre-temps, bon, ça a été très religieux, mais ça n'a pas de sens, les racines chrétiennes de la Ouais, France. ça n'a C'est pas de comme, sens. c'est comme parler de Français de souche. Est-ce que je peux Vas-y, t'arrêter, vas-y. les amis? Parce que si on continue à parler comme ça, on en a pour 1 milliard d'années. Juste avant, là, on va directement enchaîner sur l'école pour conquérir les médias, l'enquête vidéo du monde que je vous invite à aller voir. Les amis, je pense que Mathilde a mis un petit message dans le chat pour vous pousser avec le lien, histoire que vous puissiez cliquer et la regarder aussi. J'essaie de lire un petit peu. Depuis 2002, les médias de droite ont tout fait pour diaboliser la gauche, les mouvements sociaux, les grandes manifs, plus la violence de la répression en manif. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Très chouette l'ambiance lumière pour la deuxième partie. Qu'est-ce que t'en penses de l'ambiance lumière? T'es à l'aise là? L'ambiance, L'ambiance lumière bleu, rouge. Bah, Tu je te sens sais bien pas, moi ici? je me rends pas compte. Oui, oui, ça va. Tu te sens bien? Oui, ça va. Bon, c'est le Ouais, principal. ouais. C'est le principal. Les amis, on va démarrer la vidéo tout de suite. Est-ce que On va partir directement à 20 secondes parce que le Front ce qui nous populaire, intéresse, c'est surtout de rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas montrer les 10 minutes parce qu'on ne va pas s'accaparer non plus le travail de nos confrères. Mais je vous invite à aller la voir en entier pour vous faire votre idée. Allons-y. Je vais juste regarder le tout début. Tiens, regarde. peut aller de Hollande au Hamas? Mais pour que ces rédactions fonctionnent, encore faut-il de jeunes journalistes pour les rejoindre. Un manque identifié par l'Institut libre de journalisme. Déjà, qu'est-ce qu'on en pense? Une formation du journalisme ancrée dans le réel. Parce que moi qui ai fait le JDG à Grenoble, c'est pas dans le réel. C'est pas dans le réel, ça n'a aucun sens. Ancré dans le réel. Ils connaissent mieux les problèmes que nous. L'ILDJ. Certes, depuis quelques années, il y a eu un grand combat qui a été gagné, c'est qu'il y Regardez. a de plus en plus de chroniqueurs, on va dire, de droite sur les chaînes d'infos. On s'en réjouit. Mais le combat sera gagné le jour où le journaliste qui posera les questions à ce chroniqueur, le jour où le présentateur du JT aura ces idées-là.
Là, en gros, il introduit la notion de journaliste de droite. Oui, mais ça va plus, ça va plus loin. C'est-à-dire, c'est intéressant cette idée. Il faut entrer dans le réel parce que pour eux, le réel, c'est quoi? C'est en fait ce que, d'après eux, les médias qui seraient de gauche, ce qui est quand même serait quand même approuvé parce que finalement, aussi bien sur le service public qu'ailleurs, c'est pas vraiment de gauche. Et puis on traite à peu près tous de la même chose, voilà. hein, d'une manière Mais différente. l'idée, c'est qu'au fond, ils ne veulent pas affronter la réalité. La réalité, ce serait quoi? Ce serait qu'il y a des hordes qui déferlent dans les banlieues. Ce serait que ce qu'on appelle le wokisme voudrait effacer tout l'héritage culturel de la France. Que le féminisme conduit à de nouveaux communautarismes, etc. Enfin, que tout ça. Et donc, en fait, pour eux, le réel, ce serait ça rejoint presque le complotisme. En gros, mais est-ce que le réel, c'est pas une sorte d'utopie bizarre? Non, mais c'est pas une utopie. C'est que pour eux, le réel, c'est dire, oui, la France est soumise à la menace d'un grand remplacement de population immigrée venant en masse. La France est soumise à une dictature islamiste, etc. La France est soumise à la dictature de la gauche. C'est pour eux, c'est ça le réel. Et d'après eux, c'est ce que les médias se refusent à dire. Donc, il faut, pour eux, former des journalistes qui vont dire ça. Mais ils vont dire ça, mais en fait, ils vont dire ce qui est faux. Mais est-ce qu'on serait pas... Là, en vrai, là, on forme des journalistes ou des éditorialistes? En vrai, si les journalistes sont pas ouvertement xénophobes, sexistes et LGBT-phobes, ils sont de gauche. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est une très bonne remarque. C'est exactement ça, finalement. Oui, c'est ça, oui. Oui, et donc, quand tu dis est-ce qu'il s'agit de former des journalistes ou des éditorialistes, c'est les deux. C'est les deux. Moi, je me souviens d'une émission à laquelle je participais sur LCI, où il était... Ouais, parce que Maurice a aussi fait de la télé. Maurice, il a fait de la télé. Ouais. Et tu t'es fait défoncer ou t'as défoncé un mec d'extrême droite? Ah oui, mais ça, non, j'ai eu une prise de bec assez... Maurice Ulrich sur YouTube, vous allez tomber sur le passage, j'espère. J'ai eu une prise de bec assez très vive avec un jeune, le président des jeunes du Front National à l'époque, qui à peine arrivait sur le plateau, commençait à dire que dès qu'un jeune partait pour le djihad, il y avait 20 personnes autour qui l'encourageaient. Bon, donc j'étais parti très vite, mais enfin j'avais démarré vite là-dessus. Non, je te racontais une anecdote. Une fois, on parlait d'une rue dans Paris, dans le 18e arrondissement de Paris, à côté du métro La Chapelle, où, paraît-il, les jeunes femmes ne pouvaient même plus passer dans la rue tellement elles étaient harcelées. Il se trouve que moi, j'habite là, dans ce quartier. C'était entièrement faux. C'était entièrement faux. Mais les journalistes qui étaient sur le plateau, eux, et ils ne me croyaient pas déjà. Hein, c'est-à-dire, je disais, mais moi j'habite là. Hein. Ok. Ah ouais, là tu parles du débat sur le plateau, d'accord. Voilà. Et en fait, alors il y en avait un qui s'était dit, je vais aller sur place, etc. Le récit qu'il rapportait était hallucinant. Il était rentré dans un bar où il y avait beaucoup d'immigrés. D'après lui. Dans le 18e arrondissement de Paris, à La Chapelle. Oui. Oh là là. Non, mais on avait vraiment l'impression qu'il était allé en pays. Voilà, faire une excursion. Découvrir le monde. Voilà. Et donc, ça veut dire que là, c'était un thème qui s'était imposé, mais qui en réalité ne correspondait à aucune réalité. Et le problème, c'est que souvent, ça fonctionne comme ça. Et ce journalisme-là, il fonctionne non pas sur des fake news, comme on dit maintenant, volontairement fabriquées, mais il fonctionne sur du on-dit, sur des impressions, etc., sans véritable vérification. C'est pas du journalisme. Ah ben c'est pas du journalisme. Moi j'ai vu, voilà, j'ai d'autres cas. Hein, si tu veux, je peux en... on n'a pas le temps, mais les amis, si vous voulez des autres cas, envoyez un mail maurice.ulrich@humanite.fr et vous lui demandez de raconter ses histoires et il vous fera un plaisir de trouver les bons mots pour les raconter. C'est ça, oui. Il adore ça. Ouais. Il adore ça. Ensuite, mon cher Maurice, 2,50. Ouais, la team. Bonjour Tuyau. Quel nom de fou, si je peux me permettre. Tuyau. Qu'est-ce que tu en penses du nom Tuyau, Maurice? Tu trouves ça beau? Bon. Donc là, là on entend le témoignage, tiens, il est là à l'écran. Le témoignage d'étudiantes qui ont fait l'école. Voilà, qui ont fait l'école et en gros, là après, quelque chose. On a l'ensuite dans une école de journalisme classique. Associées à cette formation technique, les conférences proposées régulièrement par l'école sont, elles, très politiques. T'es mal et blaze.
Elisabeth Lévy, Mathieu Bocoté. Oh là 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 oh là là, la Dream Team de horrible. Attendez qu'on remonte un peu en arrière, qu'on puisse voir bien les noms. Régulièrement par Parce que c'est les l'école noms qui sont intéressants. sont Eugénie elles- Bastier, il y a des gens, je les connais pas. Eugénie Bastier, je connais pas. Ah bah C'est si, qui c'est, Eugénie Bastier Eugénie Bastier, c'est une chroniqueuse du Figaro qui est très à droite aussi, bon évidemment, mais oui, c'est une chroniqueuse régulière du Figaro, voilà. Il y a quelqu'un qui a dit ouais, Alors, Maurice, Charlotte. c'est le tonton pas raciste dans les repas de famille. Ça, c'est vrai, hein. C'est vrai, t'es le tonton pas raciste. Non, je crois que c'est pas exactement le problème. C'est pas le tonton pas raciste. Si, c'est ça. Je crois que c'est une forme d'humanisme, de penser que l'autre n'est pas forcément quelqu'un qui soit différent fondamentalement. Moi, je pense que en réalité, et là, ça me questionne un peu sur le fond. Mais je crois qu'une nation qui se dirait il faut qu'on soit tous pareils ou qui clame comme on le fait au Rassemblement national, on est chez nous, sous-entendu on ne veut personne d'autre que nous. Qu'est-ce que ça veut dire ce nous? Je veux dire, la liberté humaine, elle se crée pas dans la reproduction de soi-même dans l'autre. La liberté humaine, c'est aussi dans la connaissance de l'autre, dans le rapport à l'autre, l'échange. qui fait que quelque chose de Se nouveau. crée. De Ouais. nouveau peut apparaître. Parce que si on se ressemble tous, on ne crée plus rien. Mais oui. Si on est tous identiques, il n'y a plus rien qui se passe. Donc c'est plutôt vrai. une démarche. Moi, je ne veux pas d'une société de clones. Hein, on va tous être chacun dans son petit pavillon ou dans son Nique les clowns, les appartement, amis nique les clowns. qui va être à peu près identique à celui du voisin, parce que voilà, on est tous pareils, on est tous. J'exagère un peu, mais on est tous blonds, on est tous mignons, on est tous. Mais non, c'est pas ça le réel. Justement, Moi, je suis châtain. puisqu'on parle du réel. Le réel, c'est que on s'humanise, je dirais, dans la rencontre de l'autre. Grâce à nous. Alors, bien évidemment, on va pas non plus, comment dirais-je, il n'est pas question non plus de faire n'importe quoi. Bien entendu qu'il faut des règles sur l'immigration, etc. Il en faut quelques-unes, mais, Quelques-unes. fondamentalement, Deux, trois. mais fondamentalement, Histoire de- le refus de l'autre et le refus de cette réalité du monde qui nous apparaît maintenant, qui est à savoir qu'avec le dérèglement climatique, avec la sécheresse dans certains pays, avec les guerres, et là, Dieu sait qu'on est dans une période quand même très inquiétante de ce point de vue-là, eh bien oui, inévitablement, il va y avoir des gens qui vont essayer de venir dans des pays où ils seront mieux, etc. La question qui se pose, c'est pas la question de mettre des frontières, la question, c'est celle de l'accueil. Comment on accueille les autres. Voilà. Et là, pour le coup, dans cette vidéo-là du Monde, ils expliquent que ces gens-là viennent donner des conférences à l'école. Donc, c'est pas étonnant après de retrouver des journalistes qui sont bien sûr. complètement avec bien un avis sûr. complètement biaisé, puisqu'ils sont biberonnés à Mathieu Boxé. Frère. Oh, Oui. le lait, comment il doit être pas bon. Le lait de Mathieu Boxé, les Non, amis. mais bon, Ah là là, on lirait. intolérance à Mathieu Boxé, personnellement. Personnellement, je suis intolérant à Mathieu Non, mais Boxé. en fait, on peut pas, si c'était simplement une question de forme, on ne peut pas reprocher à une école d'accueillir des conférenciers. Non. Hein. Mais en revanche, ce qui nous intéresse, c'est quel est le contenu de ces conférences. Or, le contenu, on le connaît, ça. Le créateur de... Oui. On va en parler après. On va en parler après. Si tu veux, on avance vite. On avance vite. Ce qui nous intéressait après, les amis, c'était les voies de recrutement. Parce qu'en gros, ces écoles-là, ok, cette école-là, bon, évidemment, après, il faut que les étudiants ils trouvent du boulot. Et quand tu as été biberonné par Mathieu Boxé, tu vas difficilement trouver du boulot à l'Humanité. Qu'est-ce que tu en penses? Ou à Libé, ou à... Non, mais si tu as eu les conférences de Mathieu Bock-Côté, tu n'iras pas chercher effectivement à te faire embaucher à l'Humanité, enfin a priori. Mais ça c'est... Non, mais tu peux avoir envie, ça peut... Qui on est pour juger finalement? Qui on est pour juger? Moi, je vais aussi travailler à TF1, hein, parce que ça fait de moi une mauvaise personne, j'en suis pas sûr. Les débouchés des regardons. étudiants semblent suivre une même ligne politique et professionnelle. Ok. Alors, regarde. La principale voie de recrutement, les rédactions de droite et d'extrême droite. 17 sont passées par CNews, 17 par Le Figaro, 13 par Valeurs Actuelles, 8 par Boulevard Voltaire et 8 par Causeur. Causeur, ça fonctionne bien? Tu connais Causeur? Ah oui, bien sûr, oui, c'est Elisabeth Lévy. C'est, ok. Un réseau cultivé par la direction,
qui a noué toutes sortes de partenariats. Ah, parce qu'en gros, Par exemple, les CNews principaux achète auprès d'un- pourvoyeurs de boulot, c'est le groupe Bolloré, le Figaro, Manche Libre, toutes ces conneries-là, d'extrême droite, c'est bien de droite comme école, bien de droite. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Et du coup, le grand directeur, Manitou de tout ça, Boulot. celui qui... L'école te procure 4 Ah, des 5 c'est où médias les plus représentatifs. Voilà. C'est Voilà. le cas du Sterrin. Voilà. Voilà. Sterrin. Alors, Les amis, Sterrin. Sterrin, les amis. Périclès. Thomas Lemayeux. Des grands articles. Des grands articles. Est-ce que tu peux nous parler de Sterrin, s'il te plaît? alors Pierre-Édouard Sterrin, oui, bien sûr, c'est un milliardaire. Hein. Alors, c'est pas une des toutes premières fortunes Les de Smartbox. France. Il C'est est, jamais de Smartbox, les amis. C'est lui, les Smartbox. c'est à peu près la 94e fortune ou dans les centième fortune française, mais avec quand même quelque chose comme 1,4 milliard. Hein, donc c'est loin d'être négligeable. C'est pas mal, 1,4 milliard. Oui, en sachant d'ailleurs, je le dis au passage, mais que les 500 premières fortunes de France représentent à elles seules la coquette somme de 1200 milliards, qui a été doublée depuis l'arrivée à la présidence d'Emmanuel Macron. Macron, on te voit. C'était une parenthèse. Macron, on te voit. Donc Parenthèse, Pierre-Édouard si je peux me Sterrin, qui c'est? C'est donc un milliardaire qui a effectivement des entreprises, etc. Il est assez jeune, il est né en 1974. Mais il n'a pas la tête de quelqu'un qui est extrêmement jeune. Hein. Si on peut- on oui, peut pas, parler, 74, ça fait quoi? 26, ça fait 50 ans. Ça fait. c'est plus très jeune, c'est hein. plus très jeune, on est d'accord. Finalement. Oui, tu me dis ça à moi, tu Non, fais mais exprès. toi, t'es super. Mais toi, tu fais 34, j'ai toujours dit. Alors, ce qui est quand même assez cocasse, c'est que voilà quelqu'un qui dit que son combat, c'est un combat pour le pays, pour la vérité du pays, etc., mais qui est quand même exilé fiscal en Belgique. Hein. Il s'est installé en Belgique pour pas Quand payer même. d'impôts. C'est quand même singulier de la part de quelqu'un qui proclame son attachement. Mais sinon, c'est quoi? C'est un homme d'extrême droite, c'est un catholique plutôt intégriste, Pratiquant, j'imagine pratiquant, aussi. et qui effectivement a un projet. Ce projet, Ce eh bien, projet, c'est d'arriber à installer la droite, Périclès. l'extrême droite au pouvoir, et c'est un projet baptisé Périclès, ce qui est un peu gonflé, sachant que Périclès était le père une des grandes figures de la démocratie grecque, de ce qu'on appelait la démocratie grecque. Mais le projet Merci Kikit pour le raid. Tu sais, c'est les gens qui nous envoient leurs viewers sur le nôtre. Après, il y a plus de gens chez nous. Merci beaucoup. Oui, donc Périclès, projet de Pierre-Édouard Sterrin. Et en fait, on s'y retrouve parce que nous, l'introduction qu'on voulait faire, c'était l'école de journalisme. L'école de journalisme qui participe, en gros, l'angle vraiment. Les amis, je mets en plein écran parce que c'est important. L'angle de ce mot décrypte, c'est comment l'extrême droite forme ses cadres pour gagner la bataille culturelle. Vous avez vu, on est rentré par le truc de la bataille culturelle, on l'a expliqué. Ensuite, on est parti sur l'école de journalisme, parce que du coup, on forme les journalistes qui vont interviewer et propagander la parole de l'extrême droite. Et ensuite, on retrouve sur Sterrin. Sterrin et son projet de faire venir l'extrême droite au pouvoir. Et en fait, lui, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il a d'autres formations. En gros, il y a d'autres formations pour les gens d'extrême droite. Il y a aussi... Attends, on va chercher directement, c'était F. Politica. Voilà. Lui, il a créé une école des futurs maires. Putain, mais je sais même pas. Oui, les amis. Voilà, ça va être mieux quand c'est comme ça. Il a créé une école des futurs maires il y a 3 mois sous la marque Politicae. Présentée comme non partisane et purement technique, ces formations en ligne délivrées par des élus locaux, dont l'un figure parmi les candidats LR, RN battus aux législatives. Donc il y a quand même ce truc de, au-delà des journalistes qui sont formés, il y a quand même des cadres. Oui, bien sûr. Oui. Alors, il s'agit effectivement de former des maires. Je crois que c'est l'ambition de former 1000 maires pour les prochaines élections. Hein. Faire gagner en 2006 voilà, plus de 1000... de former véritablement des cadres sur les thématiques de l'extrême droite. Alors, il faut les rappeler. Le projet de Sterrin, c'est de permettre la victoire idéologique
électorale et politique de l'extrême droite en combattant socialisme, le wokisme, l'islamisme, l'immigration, la laïcité dite agressive, etc. Oui, la laïcité agressive. C'est la laïcité, il faut pas l'emmerder. C'est la laïcité, ça arrive vite dans la tête. Voilà, c'est la laïcité. C'est la laïcité qui n'est pas agressive, c'est la laïcité qui au fond n'est pas laïque. Hein, D'accord. on va dire, D'accord. non mais c'est non, mais j'entends. plaisanterie. Donc voilà, c'est un projet, mais c'est vraiment un projet d'ampleur, financièrement effectivement soutenu par quand même la somme d'enquête de 150 millions, et donc pas mal. Que notre collègue Thomas Lemayeux avait d'ailleurs dévoilé dans l'Humanité il y a quelques mois, qui a été repris ensuite par Mediapart, etc. Ouais, À remarquer qu'on n'a pas eu en réalité de démenti de la part de Pierre-Édouard Stérin. Il a mis un peu la pression. Alors oui, il a mis la pression. Il voulait faire peur. Voilà. Mais les amis, personne ne nous fait peur. Personne ne nous fait peur. C'est ça qu'il faut prendre. Personne ne nous fait peur. On a peur de personne. Mais il n'y a pas que ça avec Pierre-Édouard Stérin. C'est-à-dire que, en fait, il a créé aussi une sorte ou même plusieurs choses, mais une sorte de fondation, par exemple, qui, théoriquement, comment dirais-je, finance des associations. Sauf que les associations financées par Stérin, elles ont toutes la même coloration. C'est en gros, toujours, par exemple, anti-IVG, par exemple, une association qui édite par ailleurs des chants nazis, c'est tout ça. Et en même temps, ça lui permet de défiscaliser encore davantage sa fortune. Il est malin. Donc, comment ? Il est trop malin. Bah oui, il est sans doute il est clairement très malin. Bon, rappelons d'ailleurs qu'il voulait racheter le magazine hebdomadaire Marianne, oui. Et que ça a échoué parce que nos amis et collègues de Marianne s'y sont opposés quand même assez résolument, quoi. Donc ça n'a pas pu se faire. Mais donc il avait aussi ce projet-là. Et donc comment dirais-je, il fait partie. Enfin, c'est presque pas une pièce maîtresse, mais c'est une pièce très importante. C'est au moins une sorte de dispositif de l'extrême droite qui se met progressivement en place et d'une façon de quand même assez. Dans un jeu d'échecs, tu le mettrais il serait quel pion? Moi, je les mettrais en fou, je pense. Oui, on pourrait oui, pour les ceux qui cherchent aux échecs, on pourrait le mettre en. Qui c'est que tu mets en reine? Bon, en reine, moi je mettrais sans doute. Ça dépend. Soit on met Marine Le Pen on peut la mettre en reine et Bardella, Bardella en. Là, en vrai, on peut faire vraiment l'échiquier politique. Mais si vous voulez. En tour de contrôle, l'ami. Ouais, on peut le mettre en tour. Mais ça dépend. On pourrait peut-être mettre aussi Vincent Bolloré on peut le mettre en roi, lui. En roi, oui. Faiseur de reine. Et puis, on a des tours, les tours qui sont quand même les pièces les plus puissantes. On peut mettre un Hanouna en cheval. Hanouna, oui, on va dire en cavalier, oui. On dit un cavalier aux échecs. Ouais, je peux dire un cheval. Hein bon, il n'importe quoi là, je crois. Ouais, non, n'importe quoi. Bon, Stérin. Stérin, c'était intéressant, mais c'est pas le fond du sujet. Parce que Stérin, on en a parlé. Si vous voulez lire Stérin, les amis. Voilà, l'Humanité. Le papier de Thomas, un truc à rajouter, Maurice? Dis-moi. Oui, je voulais rajouter, je parlais des associations qu'il finance. Alors, on trouve des structures, je lis parce que j'ai quand même pris des notes, on trouve des structures dénoncées pour leur racisme, comme un groupe d'écoles privées qui s'appelle Espérance Banlieue, qui cible spécifiquement la jeunesse des quartiers populaires pour leur inculquer l'attachement à la culture française, ou des associations anti-IVG et identitaires comme le projet Canto, qui s'est illustré par son répertoire incluant des chants militaires du Troisième Reich. Voilà. Donc c'est ça que finance T'en connais un, toi, de chant du Troisième Reich? Ah non, moi non désolé. Hein. Mais les amis dans le chat, est-ce que vous connaissez des chants du Troisième Reich? Je voudrais en revenir. J'espère que non, sinon partez en fait. Je voudrais revenir aussi sur une dimension de l'enseignement ou des conférences qui peuvent être données dans les écoles dont on parlait. C'est qu'en fait, c'est très particulier. Pourquoi? Parce que, par exemple, prenons l'enseignement de l'histoire. Hein. En fait, pour l'extrême droite, il n'y a pas d'histoire au sens de l'histoire réelle, avec ses conflits, etc. L'histoire pour l'extrême droite, et ils ont voulu imposer cette idée, et pour partie, ils l'imposent, par exemple, à travers une distraction comme le Puy du Fou. L'histoire, c'est un récit pour eux. C'est un récit construit qui est le récit de la France, de ces grands hommes, de ces depuis Charlemagne jusqu'à aujourd'hui, mais qui est une France sans conflit, qui est une France où ceux qui font l'histoire sont les grands hommes de l'histoire
tels qu'ils les voient. Mmh. Hein. Alors évidemment, on a toute une galerie et ça exclut forcément une partie des gens de la Révolution française, ça exclut l'histoire moderne des révolutions du 19e De siècle, l'esclavage, etc. Ça exclut bien évidemment les questions, comme tu dis, du colonialisme. du colonialisme, etc. Alors justement, quand on parle du colonialisme, une de leurs thématiques, c'est aussi le rejet vraiment total de ce qu'ils appellent les études anticoloniales, qui ne sont jamais que la volonté d'analyser en profondeur quels ont été les effets de la colonisation dans les pays colonisés et quelles sont, je dirais, les suites de la colonisation dans les mentalités, dans les consciences, etc. Voilà. On n'a pas la même approche du monde quand on vient d'un pays qui a été soumis à l'esclavage ou à la colonisation, ou les deux, ou quand on vient d'un pays qui a le sentiment qu'il a toujours gagné, qu'il n'a connu que des victoires. Moi, j'aime bien un peu cette idée. J'avais trouvé cette formule à une période, c'est-à-dire que quelque part, ça s'estompe un peu. Mais nous, en France, on a, disons, une sorte de corps glorieux, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que derrière nous, il y a toute une histoire très riche, il y a un patrimoine formidable, il y a la Révolution française, qui, quand on la prend dans son bon sens, est un moment important. On a des victoires comme celle du Front populaire, comme la Libération, etc. Donc, au fond, on n'a pas à se plaindre d'être français, d'une certaine manière. Hein. Alors que des gens qui ont été soumis à la colonisation, à l'esclavage, etc., il y a une question d'un corps, je vais dire, à la limite humilié. Hein. Et puis c'est ancré en eux, c'est un héritage. Et c'est ancré. Donc, mais ça justement, il faut l'étudier. Oui. Et il faut l'étudier. Il faut l'instruire aussi. Et il faut le dépasser. Ouais. Hein. Mais pour eux, pour l'extrême droite, si on essaie d'analyser ça, si on essaie d'analyser ces rapports qui ont été des rapports de force, des rapports de domination, etc., on fait ce qu'ils appellent de la repentance. Mais non, c'est pas de la repentance. Comme Chirac avec les Veldiv. Voilà, bah oui. etc. Voilà. Bah, Chirac a été critiqué pour avoir reconnu les arrestations des Juifs et l'enfermement au Veldiv. Mais ça, cette repentance-là, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et on a, comment dire... c'est un truc de posture, finalement. Et ça se joue aussi, par exemple, sur les questions féministes ou avec le refus de reconnaître que oui, depuis des siècles, il y a eu une domination masculine, il y a une forme de patriarcat qui est imposée, qui est imprimé dans les consciences. Qui est imprimé dans les consciences des hommes, l'idée qu'il y avait une supériorité masculine, etc. Alors c'est pareil, ça disparaît progressivement, mais c'est encore très présent. Et ça, l'extrême droite n'en veut pas. Voilà. Et ça disparaît parce que la parole se libère, parce qu'on instruit les gens dessus, parce que le dialogue il est important. Oui, mais alors justement, mais eux, si on ne parle pas, finalement on règle pas. Eux, ils voudraient pouvoir dire que justement, que dire le contraire, que s'opposer à ça, critiquer les études néocoloniales, etc., comment dire, qu'il faut libérer leur possibilité de ces critiques et de cette négation. Mais non, voilà. Les droits humains, c'est pas trop leur truc. Évidemment, oui, bien sûr. C'est pas vraiment leur cœur de... Bon, on va quand même enchaîner un petit peu. T'aimes pas le micro? Non, c'est que... Tu voulais dire un truc? Non, ça va. Okay. Les amis, on va enchaîner sur... Bon, du coup, il y a d'autres formations qui ont été créées pour ces cadres d'extrême droite. Là, on parlait des maires, on a vu les journalistes, mais il y a aussi les cadres politiques. Oui. Les cadres politiques qui... les maires sont des cadres politiques. Hein. Oui, mais... oui, c'est vrai. On va parler ici de l'IFP. L'IFP, qui est passé par l'IFP? Marion Maréchal Le Pen et d'autres gens. Est-ce que tu peux lire cette phrase, s'il te plaît? Tu me demandes de lire la phrase? Je te lire la phrase. Après la génération des déconstructeurs porteurs d'interventionnisme, de relativisme moral et de multiculturalisme, voici venu le temps d'une relève attachée à la France, au service des libertés et de la dignité de la personne humaine. Notre pays a besoin d'une jeunesse engagée pour participer à son redressement. Venez apprendre à promouvoir vos convictions. Oui, c'est assez explicite. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé là. Un peu d'eau? Non, ça va aller, mais je suis désolé de tousser régulièrement là. C'est pas grave. Voilà. Pas grave. Les amis, dites que c'est pas grave dans le chat. Souhaitez un prompt rétablissement à Maurice.
Oui, donc la phrase elle est assez explicite. Si vous en avez marre du multiculturalisme, de l'interventionnisme, du relativisme moral, voici venu le temps d'une relève attachée à la France. Oui, mais on revient toujours sur les mêmes thématiques, c'est-à-dire sur les thématiques de Fort l'identité. à Maurice, il y a des gens Voilà. qui t'encouragent. En fait, cette thématique, c'est celle de l'identité, hein, qui serait menacée précisément par le multiculturalisme, etc. Mais ça, c'est pas très nouveau dans la pensée d'extrême droite. En termes philosophiques, je dirais des philosophes considérés longtemps comme de très très grands philosophes, ont théorisé l'idée que finalement la rencontre des cultures étrangères, ce serait pas une bonne chose, qu'il fallait conserver notre sol à nous, notre identité à nous, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne bouge pas, qu'on s'enracine dans un même dans une même chose. Et donc le multiculturalisme, il le rejette comme quelque chose de négatif. Mais c'est stupide. Je veux dire, Oui, c'est ce que tu expliquais avant, voilà. c'est qu'on en a réellement besoin. Je vois pas en quoi le fait de s'intéresser, j'en sais rien, à la culture du Japon, Faites-moi un mauvais français. voilà, exactement, ferait de moi un mauvais français. Mais est-ce que c'est nouveau de former des cadres d'extrême droite? Est-ce que c'est quelque chose de très contemporain ou t'es un peu de science? Raconte-moi des trucs. Non, je crois que oui, c'est nouveau parce que là, c'est une entreprise. Je dis pas qu'ils se formaient pas entre eux, etc. Mais enfin, au départ, si le rassemblement, le Front National, qui avait été d'ailleurs créé par un ancien SS, hein, je dirais, J'ai jamais oublié ça. Il recrutait plutôt, ou il était plutôt rejoint par des gens qui, au départ, étaient, je dirais, d'accord, quoi, en gros. Hein, oui, voilà. Oui. Et qui, au fond, étaient quand même très minoritaires. Okay. Donc, après, ils ont été confortés par exemple, la guerre d'Algérie, où ils étaient farouchement pour l'Algérie, pour que l'Algérie reste française, parce qu'ils considéraient qu'une fois qu'on était là-bas, il fallait y rester. Mais c'était toujours dans un fond idéologique qui était déjà là, on va dire. Hein. Là, ils veulent passer à un autre stade qui est effectivement une formation profonde sur tous les sujets qui peuvent à la fois faire polémique et en même temps dont ils espèrent qu'ils vont faire consensus, pour rassembler autour d'eux bien plus que les gens qui sont déjà convaincus a priori. Donc c'est ça le travail sur leur thématique. Et c'est ça, c'est la façon qu'ils ont d'avoir l'ambition qu'ils ont de conquérir une véritable hégémonie culturelle et idéologique. Pour ensuite conquérir le pouvoir, bien évidemment. Ce qui est au fond assez inquiétant, c'est que en l'espace maintenant d'une trentaine d'années, ils ont réussi quand même à avancer pas mal dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire que des thématiques qui au départ étaient marginales se sont peu à peu imposées dans le débat public. Par exemple, l'immigration. Bon, l'immigration en France, soyons sérieux, il y a toujours eu de l'immigration. Avant, elle était italienne, bien évidemment. Il y a eu une immigration polonaise dans le Nord, de gens qui ont travaillé dans les mines. Mais dans les années 60, c'est l'industrie automobile elle-même qui a fait venir en masse des travailleurs du Maghreb pour travailler dans les usines d'automobiles. Hein? Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a une augmentation des écoles hors contrat, dont beaucoup de chrétiennes, qui peuvent diffuser leur idéologie. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas aussi là qu'on doit intervenir dans cette... Enfin, je sais que ces écoles, elles pullulent, il n'y a pas moyen de... Oui, mais enfin ça, pour le moment, à part quelques cas d'école, c'est le cas de le dire, comme le lycée Stanislas de Paris, où il y a eu quelques problèmes justement sur le contenu des cours qui étaient dispensés, sur les méthodes. Disons que les écoles chrétiennes, oui, catholiques, sont sous contrat. Hein. Donc elles ont un certain nombre de choses à respecter, et elles ne peuvent pas a priori faire n'importe quoi. Bon, donc moi je suis pas du tout chrétien, je suis complètement athée. Moi non plus. Mais après tout, je veux dire, pourquoi pas si les termes du contrat sont respectés et si les fonds qui vont à l'école, comment dirais-je, chrétienne, catholique ne manquent pas à l'école laïque, parce que ça aussi c'est un gros problème. Oui. C'est si effectivement, si on arrive à ce que des écoles chrétiennes catholiques soient financées par l'État à un haut niveau et que par ailleurs on a de moins en moins de profs et de moyens dans l'enseignement public, là on a effectivement un sacré problème. Et donc je pense que de ce point de vue-là, on peut quand même s'inquiéter avec l'équipe qui
est arrivé au pouvoir avec avec le nouveau gouvernement, parce que les gens qui y sont ne sont pas tous des fervents soutiens de l'école publique laïque obligatoire. La ministre ou le ministre de l'Éducation, je sais pas le nom. Alors là, tu me poses une colle parce que Les amis, je l'ai pas. non, on va voir ensemble. Je l'ai pas encore noté. J'en suis désolé pour ceux qui nous écoutent, mais j'ai un trou. Le ministre de l'Éducation. Anne Jeunetet. Tu l'as? Ah oui, alors honnêtement, Même qui spell l'avait. Honnêtement, je la connais. Viens à ma place, non? Ce sera largement meilleur que moi. Est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu son pédigré? Parce qu'on a un petit peu le temps, là. Ah, mais si, mais c'est ces gosses. Ah, mais si, j'ai lu un papier. Il n'y a aucun de ces gosses qui a été. Aucun des ministres de l'Éducation nationale de Emmanuel Macron n'a mis ses gamins à l'école publique. Ouais. Et du coup, elle a poursuivi cette magnifique chose. Bah Ok. oui, bah c'est quand même, oui, Voilà. c'est pour ça que je disais qu'on pouvait être légitimement inquiet avec cette nouvelle équipe où on a aussi des gens anti-IVG, des gens qui ont participé de près ou de loin à la manif pour tous, etc. Donc, bon, là encore. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec les dernières élections? Eh bien, faut le dire, c'est quand même aussi une victoire, idéologique. Une victoire idéologique. Et ça l'était déjà avant avec la loi immigration où il y avait l'introduction de la préférence nationale. Oui. Mais à ce moment-là, ils avaient déjà gagné. Mais là, rappelons-nous ce qu'a dit Marine Le Pen à la nomination de Michel Barnier. Le Premier ministre va être sous surveillance. Sous surveillance. C'est pas dire sous surveillance, c'est pas dire on va être très attentif à ce qu'il fait, on va être très attentif à ses choix. Non, c'est sous surveillance. C'est-à-dire qu'au moindre faux pas, hop, il dégage, on le fait dégager. C'est-à-dire qu'on vote une motion de censure. Non, mais c'est très sérieux. Donc, on peut dire que mettre la pression. Déjà, la légitimité de Michel Barnier, elle est quand même très, très discutable. Michel Barnier est Premier ministre alors que la formation qu'il représente a obtenu 6% des voix. C'est quand même un cas de figure assez singulier. Hein. Mais en plus de ça, il est effectivement, j'irai pas jusqu'à dire otage, ce serait exagéré, mais il est sous surveillance du Rassemblement national. Qui l'a prévenu, qui lui a dit. Voilà. Quelqu'un qui nous dit Anne Jeunetet, elle a aussi écrit un livre sur comment ne pas se faire emmerder par ses domestiques et ne pas trop les payer. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Il me semble d'avoir vu un truc. Est-ce qu'il peut nous confirmer ça? Je sais pas si c'était un forum ou si elle tenait une sorte. Non, je sais pas si c'était un livre ou si elle tenait une sorte de forum où elle mettait en contact, les Français de Singapour. Là, très honnêtement, je suis pas du tout au courant de ça. Oui, et j'aimerais bien en savoir plus, hein, franchement. Ouais. Tu pourrais écrire un billet dessus. Oui, ça me servirait sans doute pour un de mes billets, oui. Pour un de ses billets. Oui. Bon, du coup, là, on va passer sur un de tes billets. Sur un de tes billets. On va regarder un de tes billets. Ah, parce que du coup, ce qui avait d'intérêt, elle faisait des formations gagné, pour les personnes de la maison via un blog, je crois. Voilà, exactement. Lorsqu'elle était expatriée. Ouais, il a juste. Le point de vue d'un professeur de philosophie. Ok. Les amis, on va enchaîner. Là, le truc, c'est qu'on a vu sur l'école de journalisme. Et du coup, où est-ce que ces étudiants ils vont aller bosser? Tout à l'heure, je vous ai présenté les offres d'emploi qu'il y avait sur le site, à savoir beaucoup de Bolloré. Voilà, je crois que ça représentait 40%. Mais il y a aussi d'autres médias. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait 2-3 mois là, qu'il y a quand même pas mal de choses qui pullulent. Pas mal de médias qui pullulent un peu. Comme le JD News. JD News qui a eu son petit billet de Maurice Ulrich. Je vous invite à aller le lire. Si tu peux mettre le lien dans la... Je peux le mettre moi ou pas? Est-ce que je peux le mettre? Est-ce que je peux le mettre ou pas? Peut-être je peux le mettre, attends. CTRL V. Alors les amis, tiens, si vous voulez aller voir le billet de Maurice. Bon, Maurice, est-ce que tu peux nous présenter JD News, s'il te plaît?
Oui, alors juste avant, je voudrais dire par exemple les journalistes formés déjà par l'Institut libre du journalisme, euh, qui est financé également par Sterrin. Il est tenu par deux journalistes de Radio Notre-Dame et il accueille notamment Geoffroy Lejeune, qui était le directeur de Valeurs Actuelles et qui a rejoint le Journal du Dimanche comme directeur de la rédaction. Alors ça, le Journal du Dimanche, c'est un des piliers de l'empire du milliardaire catholique intégriste Vincent Bolloré. Hein. Breton. Voilà, breton, mais ça, breton, C'est pas- le moins grave. Non, de breton, tous les c'est ca- pas. C'est le moins grave de tous les Non, non, qualificatifs. c'est même une qualité d'être breton. Ils savent que je suis d'origine normand, mais non, c'est très bien d'être breton. Que nos amis bretons ne prennent pas ombrage de ce que raconte PA. Mais J'adore non. la Bretagne. Et alors, le journal du dimanche, moi, je le compare à l'infanterie. C'est-à-dire, en gros, on manie des thèmes très très à droite avec Pascal Praud, Sonia Mabrouk, j'en oublie, et pas mal, deux Loïc on a déjà- Tribune. C'est très à droite, mais ça reste populaire. Donc, Ok. c'est un peu à l'infanterie, voilà. Ok. On marche. La nouvelle création de Vincent Bolloré, qui s'appelle le JD News, JD News. qui est aussi un hebdomadaire, je dirais c'est plutôt la cavalerie. C'est-à-dire on charge. Hein, on charge et on charge sabre au clair. Alors, par exemple, si le tout premier numéro, c'était voilà, vive la liberté d'expression, hein, on réclamait la liberté d'expression. Mais le numéro qui est paru en début de semaine, là, de cette semaine. Attends, on va Vas-y, regarder ce numéro-là, les amis. Voilà, vive la liberté On peut pas d'expression. le mettre en grand. Donc on rejoint un peu les thématiques dont on parlait, c'est-à-dire pour eux la liberté d'expression, c'est effectivement la liberté d'exposer librement des thèmes d'extrême droite, des thèses racistes, des thèses xénophobes, antiféministes, anti-IVG, etc. Voilà. Ouais, parce que du coup, même dans le premier numéro, j'arrive pas à le voir en grand. Mais en gros, dans le premier numéro, je sais pas si on voit très bien à l'écran. Vive la liberté d'expression, les plaidoyers de Daniel Rondeau, Daniel Rondeau, il y Rondeau, avait Alain Finkielkraut, Alain Finkielkraut, Pascal Praud, Michel Houellebecq, la team de fous, la liberté d'expression, la liberté Ouais, mais d'expression, alors, d'ailleurs, si je peux me permettre. sur Alain Finkielkraut, je voudrais quand même dire une chose, c'est que il y a quelques années, j'avais travaillé un peu sur certaines questions philosophiques par rapport aux migrations, etc. Et Finkielkraut avait quand même cette expression pour qualifier les migrants, il les appelait la catégorie du hors-sol. La catégorie du hors-sol, c'est-à-dire qu'il visait tous les migrants. Alors, c'est ce que j'avais trouvé absolument sidérant, puisqu'il s'agit de gens qui sont chassés de chez eux par la faim ou par les guerres, etc., et qui rentreraient dans une catégorie du hors-sol. Mais c'est plus que du racisme ordinaire, ça. Je dirais, c'est du racisme ontologique, c'est-à-dire qui touche à l'être même, hein, du racisme existentiel. On dénie à quelqu'un, et c'était les termes de Finkielkraut, le droit finalement d'appartenir à la catégorie ou à l'humain en général pour l'assigner à une catégorie définie comme étant celle du hors-sol. Ça veut dire que si moi j'ai ma carte d'identité française, je suis plus un humain que cette personne-là. Voilà, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Moi, s'il veut, la personne, je lui donne ma carte d'identité, Voilà. ça ne me dérange pas de devenir un citoyen hors sol. Oui, et alors bon, ceux qui me connaissent vont penser que c'est une de mes obsessions, mais cette façon de présenter les choses, ça relève de la philosophie de Martin Heidegger, qui était un des grands philosophes allemands, mais nazis et antisémites, et qui avait considéré qu'il y avait des gens qui étaient des gens, comment dirais-je, qui étaient authentiques, dont l'être était authentique, et d'autres dont l'être était inauthentique, et qu'il appelait des sujets sans monde. Hein, des sujets sans monde, ça veut dire que ces gens-là, ils n'étaient pas du monde. Voilà. Et la catégorie du hors-sol d'Alain Finkielkraut, c'est la même chose. C'est précisément la même chose. Quelqu'un dans le chat qui nous demande, est-ce que c'est pas une contre-société qu'ils veulent faire à la fin? Finalement. Non, c'est pas vraiment une contre-société. Ce qu'ils veulent, à mon avis, pardon. C'est les chasser. Oui, ils veulent rester ici. Oui, puis ce qu'ils veulent surtout, c'est établir toute la société dans leur vision à eux de la société. C'est ça qu'ils veulent. Voilà. Et leur vision à eux de la société, au bout du compte, c'est une vision totalitaire. Parce que dès lors qu'on nie à l'autre le droit d'exister,
enfin l'autre en général, mais l'autre différent de soi, ou l'autre qui ne justement qui est dans une autre culture, eh bien, on est dans une vision totalitaire de l'histoire. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc là, on vous a présenté JD News. T'as quelque chose à rajouter sur JD Oui, News? alors, non, mais JD News, bien sûr. Ah oui. Non, ce que je voulais rajouter, Allons-y. c'était que donc on a ce numéro-là, Vive la liberté d'expression. Attends, on va le remontrer. Et la liberté d'expression, ça s'est traduit dans le dernier numéro paru au début de la semaine par la une consacrée au président argentin Javier, je crois qu'on dit Javier plutôt que Xavier, Javier Milei, celui qui, pendant sa campagne électorale, se présentait avec une tronçonneuse à la main pour indiquer qu'il allait faire des coupes radicales dans les services publics. Hein. Et il y a une page d'interview de Javier Milei dans JD News, et avec le titre à la une qui nous dit les solutions de Javier Milei pour la France. Alors maintenant, Personnellement, j'en veux pas. Alors non, mais maintenant, l'autre information qui n'était pas dans le JD News, bien évidemment, c'était d'ailleurs dans les Échos, c'est qu'en l'espace de 10 mois, le nombre de pauvres en Argentine a augmenté de 3,4 millions. C'est-à-dire qu'au moment de l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, il y avait 41,7% de la population argentine sous le seuil de pauvreté. En 10 mois, ce pourcentage est passé à 52,9%. Alors merci pour les solutions de Javier Milei pour la France. Mais voilà, merci. Voilà ce qu'est pour le JD News la liberté d'expression. Voilà. Très intéressant en tout cas. Le JD News, les amis, si vous ne connaissiez pas, eh ben, allez pas voir. Non, mais vous renseignez pas. Là, on est face, c'est pour ça que je parlais de la cavalerie Saint-Bonclair, c'est que là, on est face à un organisme, enfin un instrument de guerre idéologique. Il y a quelqu'un qui nous demande, vous pensez que les fachos intelligents y croient vraiment? C'est pas juste une arnaque pour conserver l'ordre bourgeois? Bonne question. Ma première réaction, c'est que c'est effectivement une très bonne question. Je crois qu'il y a les deux. Je crois que pour une part d'entre eux, intelligents ou pas, sont convaincus de ce qu'ils disent, mais je pense aussi qu'ils l'instrumentalisent beaucoup, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est vraiment une bonne question, parce qu'en réalité, avec ce qui vient de se passer, on s'aperçoit de quoi? Que finalement, je dirais, la politique macronienne peut très bien s'accommoder d'une sorte de deal inavoué avec le Rassemblement national. Il faut se rappeler que Emmanuel Macron a refusé catégoriquement, d'une manière assez inélégante, de discuter simplement de placer Lucie Castex pour le nouveau Front populaire à Matignon, mais qu'il avait accepté d'avance l'idée d'une cohabitation avec Jordan Bardella comme Premier ministre. Donc finalement, la cohabitation avec le Rassemblement national, ça ne gêne aucunement la politique de Macron au service des plus riches, au service du grand capital. Ça, là-dessus, c'est clair. Et donc là-dessus, effectivement, ils peuvent très bien passer ou entretenir, je dirais, dans le peuple, on va dire, des réactions négatives, xénophobes, etc. Tant que ça ne dérange pas leurs affaires, au contraire, ça les arrange. Effectivement, c'est tout à fait juste. Tout à fait juste. Moi, ce que je voulais voir après, déjà, il y a aussi ce truc de l'ERN est aussi en lien avec les grands industriels, etc. Ça existe aussi. Il y a Enfin bref, passons à autre chose. Parce qu'on a plus beaucoup de temps, on va pas non plus déblatérer sur des milliards de choses. Les amis, moi je voulais vous montrer une dernière petite chose. Frontières. Tu sais pas ce que c'est, toi, Maurice? Non, pas vraiment. Enfin, tu m'en as parlé tout à l'heure. Tu connais le livre noir? Le livre noir de quoi? Le livre noir, c'est un média. Non, okay. Non. En gros, Livre Noir a lancé un média qui s'appelle Frontières et qui se revendique comme étant les Mediapart de droite. Des Mediapart de droite. Je t'invite vraiment à regarder la vidéo et j'invite... Non, allez pas leur donner des vues, restez ici. Mais regardez bien et écoutez bien, c'est à mourir de rire. Ces dernières semaines, la presse militante de gauche a... On dirait pas Bernard de la Villardière, s'il te plaît. On dirait pas Bernard de la Villardière? Si, oui. Non, mettez-moi la présentation. A mené une offensive inédite contre la droite. D'abord, avec une entreprise de diabolisation durant les élections législatives à base de prétendues enquêtes et révélations. Ensuite, par l'interdiction de fait de la première chaîne de la TNT, C8.
Après des années de travail pour parvenir à bâtir un organe de presse d'investigation Non, mais t'es mal. capable de rendre coup pour coup et de mettre fin à l'hégémonie de Mediapart, nous sommes prêts. Frontière sera au rendez-vous. Il est toujours Oui, bah c'est clair. Hein. D'ailleurs, on l'a bien vu avec Trump à la une. On voit bien le projet, quoi. C'est effectivement développer au maximum les thèses de l'extrême droite et C'est pas le pire, selon moi. aujourd'hui En vrai, nécessaire sincèrement, on pourrait regarder ça pendant 10 minutes et juste rigoler. Parce que l'immigration je sais même pas comment tu peux les prendre au sérieux. On dirait une de parodie. connaître leur réseau et d'enquêter sur leur méthode de bah, financement, non, de moi, devenir je pense enfin que ce Mediapart de droite ils se que tout le présentent, monde ils sont attend. bien Les liens propres, entre les bien islamistes et coiffés. l'extrême gauche seront montrés grand jeu. Voilà. Nous enquêterons sur eux. Nous avons laissé la gauche Mais transformer la ce qui France en un est quand même archipel de extraordinaire, c'est communautés. En que, 10 ans, par la exemple, France sur est cette aujourd'hui question les de uns l'islamisme contre et tout, Nous ou irons d'antisémitisme, partout là où Ouais. nous ne ils ont pas quand plus même ailleurs. réussi ce tour de force, alors que toute l'extrême droite, depuis sa création, a été, je dirais, construite partie autour de l'antisémitisme même depuis l'affaire Dreyfus, depuis le début du XXe siècle. L'extrême droite s'est toujours construite avec l'antisémitisme. Ils ont réussi ce tour de force dans la dernière période à inverser complètement les choses. Ce serait maintenant la gauche qui serait antisémite, alors qu'eux seraient de merveilleux amis des juifs, etc., qui ne l'ont jamais été. Alors, premièrement, que la gauche soit antisémite, c'est faux. C'est peut-être ça la plus grande victoire de Marine Le Pen. Là. Oui, c'est certainement, oui. Et au point que des gens maintenant, pas seulement d'extrême droite, mais de droite, voire du centre, considèrent, et l'ont dit publiquement, que le principal danger pour la démocratie, ce n'était plus le Rassemblement national, c'était la gauche. Et le nouveau Front populaire, et particulièrement la France insoumise, qui de ce point de vue-là prend des coups qu'elle n'a pas mérités, hein, Qu'elle n'a pas à prendre. Et donc, c'est quand même une inversion assez phénoménale. Et c'est la preuve quand même que quelque part, il y a une bataille idéologique qui est pour partie en train d'être gagnée par la droite et l'extrême droite. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en pense, même de fait de se revendiquer Mediapart de droite? Bah, parce que c'est pas très bizarre, Mediapart de droite. Déjà, oui, mais parce que la réputation de Mediapart est quand même très importante maintenant. Oui, mais Mediapart, ça se tape aussi sur la gauche. Enfin, on les a... Oui, mais justement, ils veulent jouer le parallèle. Mediapart est connu pour révéler un certain nombre de choses que nous aussi, d'ailleurs, on les a amenés à révéler au journal. Mais enfin, c'est un peu un de leurs créneaux connus. Et donc, ils disent, non, Mediapart de gauche, oui, mais nous, ça va être Mediapart de droite. Voilà. Et donc, nous aussi, on va révéler des choses. Et on va vous révéler comment la gauche soutient l'islamisme, etc. Ou comment Mélenchon n'a pas trié ses poubelles lundi matin. Oui, par exemple, ça aussi, oui, bien sûr, oui. Oui, mais non, mais c'est vraiment comment dire, avec des créations comme ça, avec le projet Périclès de Stérin, etc. On assiste vraiment depuis maintenant quelques années, et ça s'est encore accéléré dans la dernière période, avec y compris ce qui s'est passé dans la séquence électorale. On est vraiment face à une offensive considérable des thématiques de l'extrême droite. Hein. On est en train de perdre ce combat. Parce que les termes sont... Parce que même quand on voit le service public utiliser le terme de... Léa Salamé utilise le terme de grand emplacement, etc. Il y a quand même des choses qui sont ancrées dans... Oui, ça imprime. En même temps, n'oublions pas quand même que aux dernières élections, l'appel lancé par le nouveau Front populaire à un rassemblement et au Front républicain a fonctionné. Oui. Hein, le Rassemblement national se voyait déjà sortir en tête, il voyait déjà Bardella Premier ministre, ça a échoué. Hein. Donc c'est important. Ce qui est grave, c'est ce retournement qui fait que ce sont les battus qui sont les vainqueurs. Au bout du compte. Oui. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'il y a une véritable trahison démocratique dans la dernière séquence électorale. Est-ce qu'il y a suivi ce truc de Front républicain démocratique et idéologique. Donc, c'est une forme de trahison. Alors, est-ce que tous les gens qui appartiennent... Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce tournant-là la gauche, bien évidemment non. Est-ce qu'une partie des gens qui ont voté pour le centre, pour les macronistes, etc., sont d'accord avec ça? Pas sûr. Le Rassemblement national, pour le moment,
n'a pas réussi à l'emporter. Ouais, hein. pas tout. Mais justement, c'est ce qui rend d'autant plus problématique et inquiétant les projets de ce terrain, ces projets L'école de journalisme. voilà, ces projets de formation de cadres, école de journalisme, financement d'associations réactionnaires et tout, c'est qu'effectivement, ils sont en train de se donner les moyens, et ce terrain, en tant que milliardaire, Grâce au Smartbox. en tant que milliardaire, leur donne des moyens de gagner cette bataille dans les années qui viennent. Et c'est là qu'on peut citer Gramsci. Alors, Gramsci, c'était le... Gramsci Gramsci, on dit Gramsci. Moi, je le prononce à la polonaise. Non, mais Gramsci, mais il était italien. Marxiste italien, décédé en 37, qui a passé la plupart de sa vie en prison. Gramsci était le secrétaire général du Parti communiste italien avant Lisez d'entrer Gramsci, en c'est prison. extrêmement important. Et c'est vrai que c'est lui qui avait théorisé cette idée de l'hégémonie culturelle en disant que le pouvoir ne pouvait se conquérir ou on ne pouvait être élu et dirigé que si on avait conquis effectivement une forme d'hégémonie culturelle. Alors il est vrai que la droite et l'extrême droite ont repris à leur compte cette idée de Gramsci. Quelqu'un qui nous disait, même après le proclamé. famoso Gramsci de droite, ils osent dire Mediapart de droite. Quelqu'un avait dû dire c'était Gramsci. Oui, il a raison, il a raison. Mais le problème, c'est que Gramsci, c'était pas du tout son projet d'être repris par la droite et l'extrême droite. Stérin. Je pense que Gramsci et Stérin, tu penses qu'ils auraient été copains? Non, pas du tout. Non, je ne pense pas. Non, pas du tout. Je pense pas. Non plus. Voilà. Ok. Bon. Est-ce que tu penses, Maurice, qu'on peut inverser la vapeur et que cette bataille culturelle... Si je le pensais pas, je vois pas ce que... tu ferais là? Parce qu'en vrai, les amis, c'est aussi pour ça qu'on est sur Twitch et c'est aussi pour ça qu'on vous parle. C'est parce que cette bataille culturelle, elle doit être menée et c'est... Si eux, ils ont des soldats, non, toi et moi, Maurice, on est des soldats. On est des soldats de la non, j'aime pas trop. On participe. On est des journalistes. On n'a pas envie de perdre en tout cas. Non, c'est ça, on n'a pas envie de perdre. Mais ce qui est clair, c'est que moi, je ne pense pas que les batailles qu'on perd, ce sont celles qu'on ne mène pas. Hein. C'est vrai. Donc, moi, je pense que avec l'humanité, mais pas seulement, avec beaucoup de forces syndicales, associatives, avec toutes les forces de gauche, il y a évidemment tout un espace de reconquête, voire de victoire idéologique possible. Mais effectivement, on peut pas laisser aller les choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut surtout, de mon point de vue, ne pas vouloir coller aux thèses de la droite ou de l'extrême droite. Par coller, tu veux dire par répondre? Non, par se dire, bon, bah oui, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu comme eux, etc. Moi, je pense qu'il faut prendre de manière alors totalement résolue, et je crois que c'est ce qu'on fait à l'UMA, un parti pris, je dirais, d'un humanisme en acte, hein, d'un humanisme volontaire, justement pour dénoncer toutes les thèses réactionnaires, toutes les thèses d'enfermement, toutes les thèses qui veulent nous renvoyer à des racines chrétiennes ou à des Français de souche, etc., pour dire que le monde est pluriel, que oui, bien sûr, on aime notre pays. Moi, j'adore la France. D'ailleurs, j'en sors pas ou presque. Je trouve que c'est un pays fantastique. Il est né à Cherbourg, il a vécu à Grenoble, maintenant il est à Paris. Non, mais je pense, bon, moi, c'est un Français, moi. Je pense que la France, moi aussi. Je pense que la France a une histoire extraordinaire, etc. Donc la question n'est pas là, mais la question c'est est-ce que oui ou non nous sommes des citoyens du monde ou est-ce qu'on est des citoyens d'un espèce de petit précaré sur lequel on va s'enfermer en criant on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Et d'ailleurs, en étant chez nous, mais en étant en même temps inconscient du fait qu'on est complètement sous la coupe des grandes multinationales, oui. Des GAFAM, etc. Donc on est chez nous, oui, sauf que quand on ouvre... Tout le monde peut nous voir. Voilà. Quelqu'un qui nous dit, pendant les législatives, il y a des vidéastes et streamers qui ont fait le taf, il y a moyen de répondre sur le terrain pour la bataille culturelle, etc. Il y a aussi le front des médias, c'est aussi pour ça qu'on avait invité, qu'on a fait le village des médias à la fête de l'humanité. Non, mais alors, je vois là aussi... J'hésite pas à lire, à répondre. Le souci, c'est que tous les médias appartiennent aux riches et le service public est à la solde du pouvoir. Mais ça aussi, c'est vrai. Les médias, alors l'humanité est indépendante des puissances financières, comme l'avait voulu Jaurès. Hein. Il faut le rappeler parce qu'il y a eu des rumeurs à certaines périodes comme quoi on était financé par un tel... Non.
L'humanité est indépendante des puissances financières. C'est pourquoi d'ailleurs on est toujours, je dirais, sur la corde raide en ce qui concerne les finances du C'est pour ça journal. qu'il faut venir à la fête de l'IMA, sinon on peut fermer très rapidement. On fait appel pratiquement en permanence à la souscription, à l'aide des lecteurs, etc. Les amis, Ça, on le d'ailleurs, sait. n'oubliez pas de vous abonner à mais- l'Humanité, n'oubliez pas de faire mais des dons simplement- si jamais vous avez les moyens, c'est extrêmement important. Simplement, et sans doute on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions, mais le panorama de la presse française, c'est Bolloré. Donc on a Bolloré avec le JDD, mais aussi Canal+, etc. On a Bernard Arnault avec Les Échos, Le Parisien et maintenant Paris Match. Alors il y a un truc intéressant sur Bernard Arnault, c'est qu'en réalité, Les Échos, moi que je lis souvent parce que ça me donne souvent des idées pour écrire mon billet. Dans les Échos. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en négatif, voire parfois en positif. Pourquoi? Parce que Les Échos, comme ils s'adressent à des lecteurs aisés, qui souvent ont eux-mêmes un capital, des actions, touchent des dividendes, ils disent la vérité. Si le CAC 40 fait des profits énormes, Les Échos le disent. Ok. Si les dividendes augmentent, ce qui a été le cas dans la dernière partie, Les Échos le disent. Donc, c'est clair, c'est cash. Parce que leurs lecteurs sont d'accord. Ça ne les gêne pas. En revanche, l'autre quotidien de Bernard Arnault, c'est Le Parisien. Et Le Parisien, lui, il va vous expliquer, vous expliquer comment on peut arriver à économiser de l'argent quand on ne gagne rien. Les gens le croient. Comment économiser quand on n'a pas un sou? Comment faire de bons repas avec 2 balles par jour? Voilà, ça c'est Le Parisien. Donc en fait, vous voyez bien, tu vois bien, PA, le double ancrage, le double discours de LVMH et du groupe de Bernard Arnault. C'est-à-dire un pied populiste et un pied pour les CSP+, comme on dit. Putain, c'est terrible. Parce que nous, du coup, on a les deux pieds dans les voilà. Voilà. Alors on va voir ce qui va se passer. On n'a pas le pied dans les riches. Et alors je termine d'ailleurs sur les milliardaires. Donc Bolloré, Arnault, Rodolphe Saadé, le PDG du groupe GMA-CGM. Je rappelle que de 2021 à 2022, la fortune personnelle de Rodolphe Saadé était passée de 6 milliards à 36 milliards en un an. Rodolphe Saadé, patron de CMA-GM, qui est une compagnie de transport maritime, de fret maritime, à Marseille, très proche d'Emmanuel Macron. Et maintenant, il a RMC. Voilà. Et Rodolphe Saadé, Rodolphe Saadé, c'est aussi La Tribune. Voilà, La Tribune dimanche. Et en permanence, mais maintenant, il accroît son pouvoir sur la presse. Donc, c'est quand même étrange. Pourquoi ces milliardaires investissent autant dans les journaux parce qu'ils ne gagnent pas d'argent, il ne faut pas se raconter l'histoire. Ils ne gagnent pas d'argent avec les journaux. Donc, ils le font pour d'autres raisons. Et les seules raisons pour lesquelles ils le font, elles sont purement idéologiques. Il s'agit de contrôler l'opinion. Voilà. Ouais. Bon les amis, on va prendre quelques petites questions avant de se laisser. Mais Marie s'est fatiguée. C'est bon. C'est bon. On peut prendre 2-3 petites questions, ça te dit? Réponds. Ouais, on peut. Là où les médias d'extrême droite sont en combat, c'est aussi le rapport à la vérité sans cesse ramené dans la discussion de comptoir. Et ça allait, c'est une future chaîne TNT. C'est vrai aussi. Pour vous, je crois, oui. Pour vous, quelle est la crédibilité? Bon, on va terminer par ça et on parlera vite fait de la bataille culturelle pour conclure. Et ensuite, on va vous laisser, on se retrouvera lundi. Pour vous, quelle est la crédibilité des forces de gauche après l'échec de la lutte contre la réforme des retraites? C'est un peu hors propos. Oui et non, parce que je crois que c'est un des gros problèmes des derniers mois, enfin de la dernière période. Comment dire? Il y a un doute dans l'opinion, y compris dans l'opinion de gauche. Même si il y a eu le résultat qui était inespéré quand même aux législatives, c'est qu'effectivement, après des mois de lutte contre la réforme des retraites, des manifestations énormes qui ont été minimisées dans les médias, mais moi j'ai vu les manifestations à Paris régulièrement, j'ai allé à chaque fois faire un tour pour voir, c'était des manifestations considérables. Et après ça, rien. Le pouvoir n'en tient pas compte, le pouvoir continue à gouverner à coup de 49-3, et donc il ne se passe rien. Et donc il y a eu sans doute dans une part de l'opinion l'idée que oui d'accord, bon il y a eu une bataille, mais finalement ça n'a servi à rien. Donc ce sentiment que la lutte
ne sert à rien, ou dans ce cas-là, que la lutte n'avait servi à rien, alors que, je le rappelle, plus de 70%, voire 80% des Françaises et Français étaient opposés à cette réforme des retraites. Hein. Mais la lutte, on fait le constat que malgré l'unité syndicale, malgré ces manifestations, malgré 2 mois dans l'action, eh bien, le pouvoir n'en a pas tenu compte. D'où, effectivement, je pense, moi, chez beaucoup de gens, peut-être, un sentiment très aigu, un sentiment de frustration, l'idée que finalement l'action c'est inutile, et la frustration, elle est très mauvaise conseillère. Hein. Frustration et colère, c'est très mauvais conseiller, ce sont des mauvaises conseillères, et je crois que ça joue aussi sur la réception dans l'opinion des thèses du Rassemblement national. Les gens après, ils ont juste envie d'abandonner, quoi. Ça lui... Oui, c'est ça, mais de baisser les bras et puis de s'en remettre finalement à ce qui paraît le plus facile, le plus évident. C'est de la faute du voisin, c'est de la faute de celui-là, etc. Ok. Bon, la bataille culturelle, les amis, n'est pas terminée. On va continuer à la mener. Là, pour l'instant, nous, du coup, vous avez juste le son, si... C'est bon. Voilà. Ok. Bon, j'espère qu'on vous a pas trop manqué. Hein? Parce que là, du coup, ça fait 5 minutes qu'ils entendent que notre voix en me donnant un podcast. Ah, d'accord. Bon. Bon, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce format. Prenez tous soin de vous. C'était extrêmement intéressant. La bataille culturelle, c'est quelque chose qu'on doit continuer à mener. Nous, on la mène au journal. Faut aussi l'amener chez vous, avec vos amis, à votre travail, etc. C'est beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, et peut-être qu'on gagnera, parce qu'en vrai, on en a besoin. Et on fait pas ça pour nous, on fait ça surtout pour les autres. Est-ce que tu as un petit message de fin, Maurice? Non, je veux dire, continuons à réfléchir ensemble, à discuter et à agir ensemble, parce que oui, il y a quand même de l'espace. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, les batailles qu'on perd, c'est d'abord celles qu'on ne mène pas. C'est vrai. Les amis, je vous laisse. On va raid Hugo au perchoir. Moi, je vous laisse là. On se retrouve lundi pour une émission spéciale sur le 7 octobre. Les amis, moi, je vous laisse. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.